mais je veux qu'elle produise du résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, la promesse de construire des centrales nucléaires notamment doit devenir un engagement ferme, avec un calendrier clair. Et je le dis, ça doit être dans la loi. On a mis dans la loi qu'on ne construirait plus de centrales nucléaires en 2015. On doit désormais mettre dans la loi quelles centrales nucléaires on va construire, quand on va les construire, où on va les construire. On peut parfaitement mettre cela dans la loi. Ça nous évitera d'ailleurs au passage quelques petits problèmes d'urbanisme. Hein? Parce que quand on a décidé de construire une centrale nucléaire à Penly, on a décidé de le faire. On sait où on le fait, on sait qu'on va excaver la falaise, on sait qu'on va poser une nouvelle plateforme à côté, on sait qu'on va construire la centrale à cet endroit-là. On arrête avec ces questions d'études d'opportunité. On peut faire des études pour accompagner les conséquences, on peut mettre en place des mesures compensatoires, mais la décision est prise et n'est plus discutée. On le met dans la loi. Donc comment on fait maintenant? On redonne capacité à agir à nos moyens juridiques, parce que c'est de ça dont on a besoin, c'est de remettre du projet, de remettre du pilotage projet, plutôt que du pilotage politique dans notre stratégie énergétique. Voilà, bon, sur ce, je vous propose qu'on passe plutôt à un échange, parce que je crois que vous avez quelques questions à poser. Je vous remercie encore très sincèrement pour l'attention qui a été celle que vous avez portée à nos travaux. Je crois que c'est aussi cette attention que vous avez eue et surtout que vous avez diffusée autour de vous qui a permis de partager cette prise de conscience et d'accélérer la pression qu'aujourd'hui mettent nos concitoyens sur l'ensemble de la classe politique, non pas pour dire, mais bien pour agir. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions. On a la première. Ah. Ma question est très courte. Vous avez fait une commission remarque, franchement, c'était formidable. Il en est résulté 30 recommandations. Alors c'est un peu brutal ce que je dis, laquelle a été suivie et a suivi les faits. Il est un peu tôt. Il est un peu tôt pour se poser cette question à M+6. Moi, ce que je vois, c'est qu'un mouvement s'est engagé. Vous avez eu un des dirigeants du BRGM, on préconisait un nouvel inventaire minier, il y a quelque chose qui se met en route. La question de la position du nucléaire du gouvernement, dont on pouvait douter, on a bien compris que le discours de Belfort, c'est un discours opportuniste, est devenu, je pense, une posture assez sincère de la part d'un certain nombre de membres du gouvernement. Je ne veux pas de mal à Agnès Pannier-Runacher. Je crois qu'elle est assez sincère quand elle défend une filière industrielle et qu'elle défend une volonté de reconstruction d'une filière nucléaire. Donc on a un mouvement comme ça qui s'engage. L'enjeu, c'est de l'accélérer et de le rendre opérationnel. Parce que je crois Agnès Pannier-Runacher sincère, je crois Elisabeth Borne et Antoine Peillon toujours très attachés à leur vieux démon. Voilà. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de rendre tout ça opérationnel. Donc la prise de conscience, elle est là. L'effet de ces 30 recommandations, il est là dans les esprits. L'enjeu, c'est de le rendre concret. Malheureusement, on n'est pas dans le temps calendaire qui permet de le mesurer. Il faut laisser son temps. Moi, je le dis assez volontiers, on m'a assez peu entendu après la commission d'enquête. Vous avez davantage vu Antoine Armand que moi. Et c'était un choix très volontaire de dire, finalement, si on veut vraiment que ça marche, il ne faut pas en faire un sujet politicien. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas que la majorité, qui était anti-nucléaire en 2017, converge vers des positions plus rationnelles et les mettre en œuvre. Et je n'ai pas besoin d'aller leur expliquer tout le temps, vous vous êtes trompé, excusez-vous, vous vous êtes trompé, excusez-vous. Ce n'est pas ça qui permettra d'avancer. Vous allez m'entendre un peu davantage dans les prochains temps, parce que maintenant on arrive au moment où le temps de la prise de conscience est passé et on doit passer aux actes. Et mon rôle maintenant, c'est de remettre ce coup de pression politique pour qu'on passe aux actes. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai plutôt une vision positive de la façon dont ça a été reçu. Il faut maintenant qu'on rentre dans la mise en œuvre. Rendez-vous dans un an pour voir si on a réussi à pousser à mettre en œuvre. Juste, je vous rappelle, mais tu l'as très bien fait, on va faire des questions courtes. La réponse, c'est comme vous, c'est à votre main. Ouais, je vais essayer de faire des réponses courtes. La réponse est à votre main. Merci pour votre action et votre présentation. Il y a un risque dont vous n'avez pas parlé, c'est le risque du financement de tout ça. Parce que, bon, vous connaissez bien les prix de la relance du nucléaire, les coûts
financement des réseaux électriques. Nous, on a parlé ici depuis 2 jours des coûts pour sortir tous les matériaux dont on a besoin, les gigafactories pour la mobilité électrique, etc. etc. On en arrive non pas à des dizaines de milliards d'ici, on va dire 2050, ce sont des centaines, voire des milliers de milliards d'euros qu'il va falloir trouver. Vous imaginez ça comment, vous, à votre niveau? Je ne sais pas si je n'ai pas évoqué ce risque. Je l'ai évoqué de façon pudique. Je mets derrière la question du risque social. C'est celui-là, c'est ce risque-là. Le risque social, c'est quoi? C'est cette trajectoire de croissance. Cette trajectoire de la croissance, c'est quoi? L'amélioration des conditions de vie. Et la question du financement, c'est la question de l'accélération ou non de l'amélioration du niveau de vie. Je disais il y a quelques jours devant une assemblée d'industriels, je ne sais pas si on a observé en France un mouvement de désindustrialisation ou si on a observé à l'échelle du monde une accélération de l'industrialisation et de l'optimisation des process, qui n'a pas pris en compte la question sociale, qui n'a pris, ou que d'une seule façon, de la seule façon qui est de la réduction du coût de la consommation. C'est quand même grâce à la grâce à la délocalisation qu'on arrive à agrandir la taille des dressings, qui est une amélioration substantielle du niveau de vie. Comment vivrions-nous avec moins de vêtements aujourd'hui? Donc, cette question du prix, payé par... Parce que finalement, le premier financement de la transition, c'est le prix payé par l'utilisateur final. C'est la question de l'acceptation sociale. Le gouvernement l'a bien compris. La bataille que se livrent aujourd'hui Elisabeth Borne et Luc Rémont est celle du financement de l'outil industriel contre le financement de la paix sociale. Et peut-être qu'il faut, dans ces moments-là, être capable de faire des compromis, d'expliquer ces compromis. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on ait bien en tête, c'est qu'il va falloir expliquer la construction du coût de l'énergie. Et je le dis en ayant une conviction profonde, je ne suis pas encore sûr qu'elle soit juste, mais c'est qu'il faudra peut-être faire évoluer la façon dont le prix, notamment de l'électricité, se construit. Parler d'intelligence, de réseau, de stockage, etc. Qui paye ça? Aujourd'hui, tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde paye une part de taxe, ou plutôt de redevance sur sa facture d'électricité, quelle que soit l'électricité qu'il consomme. Que vous ayez souscrit chez votre fournisseur d'électricité un abonnement All Green, on vous garantit de n'avoir que de l'électricité issue des éoliennes, ou que vous ayez signé un contrat classique où vous ne vous demandez pas si l'électricité vient des centrales nucléaires ou d'ailleurs, vous payez la même redevance pour l'utilisation des réseaux et des services réseaux sur votre facture. Eh bien, je pense qu'il faudra à un moment donné construire un prix qui prenne en compte l'utilisation réelle des options du réseau. Ça, c'est une façon de considérer que ceux qui ont besoin de plus d'options, c'est-à-dire ceux qui veulent que de l'énergie intermittente, eh bien, ils prennent à leur charge les fonctions de réseau qui sont nécessaires à cette intermittence. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. De toute façon, le prix de l'énergie va augmenter. C'est évident. Je crois qu'il faut qu'on l'assume, il faut qu'on le dise, et il ne faut pas qu'on en profite, pour peut-être financer trop facilement un certain nombre de choses et financer des choses qu'on n'aurait peut-être pas à financer. Mais le prix de l'énergie va augmenter, il faudra le faire de façon coordonnée, peut-être un peu planifiée, et surtout expliquée et pédagogique, et de cette façon-là, déconstruire un peu le prix, réorganiser la façon dont on construit le prix, c'est peut-être aussi une façon de le faire. Je donne un exemple, qui n'a rien à voir avec l'énergie. Les poubelles. C'est intéressant, les poubelles. Vous en jetez, enfin, pour ceux qui sont dans des territoires exemplaires, comme le mien, l'Alsace,
et notamment le territoire de Tannes-Cernay, qui est un des plus efficaces. On est à moins de 100 kg de déchets par habitant et par an. Et bien qu'on soit à moins de 100 kg de déchets par habitant et par an, le kilo du déchet coûte tous les ans plus cher. Pourquoi est-ce que je trierais? Parce que la facture, elle est assise sur la seule collecte des ordures ménagères résiduelles. Mais elle paye les biodéchets ramassés en porte-à-porte, et elle paye le tri sélectif ramassé en porte-à-porte. Tout ça, c'est payé, c'est pas gratuit. Mais la seule chose qu'on facture, c'est la collecte des ordures ménagères résiduelles. Résultat, on arrive tant qu'on arrivait à faire baisser les coûts, parce qu'il y a un début de process qui est d'optimisation, de meilleure valorisation des déchets, etc. Et puis, à un moment donné, on a complètement optimisé les coûts, et où il faut une tournée de plus parce qu'il y a une catégorie de déchets supplémentaires à ramasser. L'énergie elle augmente, donc là où si on ramasse des eaux de mer, on paye une tournée par semaine, alors que quand on ramasse des trucs sélectionnés, on paye 2 tournées par semaine. Et tout d'un coup, ça devient plus cher le kilo de déchets résiduels. Et il faut changer le logiciel de facturation pour que les gens comprennent ce qu'ils payent. Quand ils payent la facture de poubelle, ils ne payent pas que le sac noir, ils payent aussi le sac brun et ils payent aussi le sac jaune. Mais pourtant, on leur facture que le sac noir. Et ça a un volet pédagogique. Sur l'énergie, il faut qu'on ait cette réflexion sur comment on construit la facture de l'utilisateur final. Je ne pensais pas vous parler de poubelle. Monsieur le député, merci pour tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pensez du problème du couple franco-allemand et des difficultés que la France rencontre dans l'établissement d'une politique énergétique française? D'abord, il n'y a que les Français qui parlent de couple franco-allemand. Les Allemands sont beaucoup plus pragmatiques. J'en veux pas beaucoup aux Allemands. J'en veux beaucoup à la France qui a déserté le champ de bataille européen. Mais que voulez-vous, nous sommes des romantiques. Et l'Europe est une promesse politique, démocratique, un idéal sociétal. D'un point de vue des Français, alors que d'un point de vue des Allemands, c'est un espace de règlement pacifique des conflits. C'est un espace d'arbitrage, c'est un espace de concurrence. C'est notre approche très différente des institutions européennes et ce qui explique le retard de la France dans sa capacité à obtenir des arbitrages. Et plus nous avons un gouvernement d'idéalistes, plus ce défaut est accentué. Donc il faut un peu de pragmatisme. Donc, comme dit, je crois qu'il y a une part de pragmatisme qui est revenue. Il faut qu'on réobtienne des arbitrages qui nous soient plus favorables. 2 choses. L'Allemagne est en train de changer. Ils sont en train de se rendre compte de l'échec de leur stratégie. La droite allemande a été capable de faire en quelques mois ce que la droite française n'est toujours pas capable de faire après 10 ans, l'inventaire de ses échecs. Et dans l'inventaire des échecs de la droite allemande, il y a la stratégie énergétique. Aujourd'hui, la CDU et la CSU sont en train de reconstruire un discours pro-nucléaire, ce qui est une vraie révolution dans le logiciel allemand. Donc je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. J'ai une vraie interrogation néanmoins, qui est sur la place de l'Europe dans la stratégie énergétique. Ma conviction, c'est que le choix qu'on a eu jusque-là de limiter l'Europe à des fonctions de réseau et de coordination était plutôt un bon choix pour préserver le modèle français. Ma conviction, c'est que ce choix n'est plus tenable et que nous aurons besoin que l'Europe s'intéresse aux questions de coordination de la production. Parce que si l'Europe ne va pas dans la coordination de la production, on n'arrivera pas à faire les efforts de décarbonation que nous avons besoin de faire. Mais ça, c'est un vrai risque pour la France, parce qu'on n'est pas suffisamment fort et suffisamment nombreux pour défendre notre modèle. Donc, pour moi, c'est un vrai dilemme. C'est-à-dire que je suis convaincu que l'échelle de la bonne décision, elle est européenne, mais je suis aussi très dubitatif quant à la capacité de l'Europe à
aborder ces sujets-là avec suffisamment de pragmatisme. Enfin, dernier élément, parce que votre question portait sur le couple franco-allemand, quelque chose qu'il faut bien avoir en tête avec les Allemands d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont nés après 1945. Ils n'ont plus besoin de s'excuser en permanence. Bonjour, monsieur le député. Donc je me joins au concert de félicitations sur la commission. Arrêtez, je vais rougir. Et le rapport. Quel rapport parlementaire fait encore parler 6 mois après sa publication, ou quelques mois après sa publication. Et on n'a pas encore fini d'en parler parce qu'il a apporté 2 choses. La première, c'était remettre à sa juste place l'importance de la politique énergétique pour le pays. Et la deuxième, achever les estimations au doigt mouillé de certains mouvements écologistes. Donc ça, c'est un grand service rendu à la nation. Donc pour la suite, comme vous l'avez dit, il y a des éléments dans ce rapport qui rappellent les coûts. Comment est-ce qu'on peut reboucler au niveau de la stratégie nationale, et en particulier de la stratégie nationale bas carbone, pour définir un modèle économique pour la transition énergétique. Et il y a quelque chose qui m'a un petit peu inquiété dans ce que vous avez dit, c'est de dire que le prix de l'énergie va augmenter. Oui, le prix de l'énergie va augmenter, mais j'espère que pour l'électricité, qui a bien augmenté, c'est terminé. Parce que si on veut avoir une transition qui utilise comme levier l'électrification, il va bien falloir, à un moment donné, que l'électricité devienne compétitive. Et il y a pas mal d'utilisateurs de véhicules électriques ici. Si le prix de l'électricité continue à augmenter, ça ralentit la vitesse de transition. Ouais, je partage complètement. Enfin, quand je dis le prix de l'énergie va augmenter, je pense y compris celui de l'électricité, mais c'est vrai que faut parler du point de départ. Le point de départ, ça ne peut pas être l'hiver dernier. Le point de départ, c'est anté-crise. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans les à-coups. On va encore sûrement avoir 1 ou 2 ans où on va payer ces répercussions, le temps que notre parc électronucléaire sera complètement disponible, le temps que les effets quand même de la tension massive aux frontières de l'Europe se résorbent un peu. Mais dans une trajectoire, si on trace une droite sur les prix avant la crise en Ukraine et puis avec le début de la reconstruction d'un parc nucléaire, on aura forcément une augmentation du coût. On ne va pas rester dans une logique de diminution des coûts qui était celle des années 90 avec la mise en œuvre progressive du parc électronucléaire français, et d'ailleurs peut-être avec cette erreur qui a été de ne pas prévoir de financer le renouvellement de l'outil industriel. Enfin, dans les erreurs passées, il y a quand même celle-là. C'est-à-dire que le choix politique, il a été vers le social, de dire l'objectif d'un outil industriel, c'est d'abord de sortir à bas coût. Bah oui, mais enfin, il y a aussi des préoccupations industrielles, renouvellement d'outils qu'il faut garder en tête. Donc, à quel prix? Lui, il y a un prix plus élevé qu'hier, mais quand même pas qu'aujourd'hui, quoi. Faut pas déconner. Oui, bonjour. Je ne voudrais pas vous faire rougir et donc Merci. ça m'appesantir sur notre gratitude. Une question pour mesurer l'implication des parlementaires français. J'ai suivi la totalité des auditions de votre commission et une des choses qui m'a frappé, c'est que de nombreux partis politiques n'ont pas estimé utile de se faire représenter dans un certain nombre d'auditions. Il y avait souvent peu de députés. Je voudrais votre avis là-dessus et avoir de l'espoir pour la suite. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec votre observation, même si je comprends la question et que j'aurai une réponse. Je ne sais pas si elle vous rassurera ou elle vous inquiétera. L'audition, la commission d'enquête que j'ai présidée a été, eu égard aux autres commissions d'enquête, très suivie par ces membres. Il faut quand même avoir en tête comment fonctionne l'Assemblée nationale. Ça se passe, nos auditions, elles se passent à un moment où il y a beaucoup de textes
d'envergure politique qui sont discutés, et dans un contexte où il n'y a pas de majorité absolue. C'est-à-dire où notamment la majorité est tenue de compter quasiment chacun de ses députés présents en séance. Il y avait l'an dernier une pression sur la présence des députés dans l'hémicycle qu'il n'y a jamais eu au sein de notre institution. Ce qui empêche d'ailleurs la bonne qualité du travail parlementaire, parce que quand les députés sont dans l'hémicycle, ils ne travaillent pas. Ils votent, mais voter, c'est pas travailler. Et le contexte politique et la pression à la présence opérée par les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche dans le mandat précédent, a obligé une présence de la majorité relative inconnue jusque-là. C'est un vrai problème, et c'est dans ce contexte qu'on a fait notre commission parlementaire, et malgré ce contexte, les membres ont été très assidus par rapport aux autres commissions d'enquête. Enfin, faut mettre en rapport les objets comparables. Après, certaines auditions ont moins passionné que d'autres. Je dois confesser que moi-même, j'ai dû partir avant la fin de l'audition de Barbara Pompili, qui a fini son audition quasiment seule. Bon, on n'a rien perdu. Alors, maintenant, est-ce que le sujet suscite le travail des parlementaires? Oui, l'intérêt, c'est certain. Jamais il y a eu autant de parlementaires qui se sont intéressés à la question de l'énergie. Je veux dire, moi, j'y travaille depuis 2017, peut-être même avant, parce que je suis député de Fessenheim, et que ça fait 15 ans à Fessenheim qu'on se mobilise sur ces questions-là. Parce que dans ma vie d'avant, je me suis intéressé à ces questions d'énergie, et que ça m'intéresse tout simplement. Mais dans le mandat précédent, on était en tout et pour tout une dizaine de députés qui nous intéressaient à ces sujets-là. Aujourd'hui, tous les députés ont un avis sur la question énergétique. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer comme réponse? Je suis pas sûr. Ah oui, bien ça. Je fais bugger. Ah voilà. Pas de souci. Oui, j'avais une petite question. C'était un petit calcul tout simple concernant le financement du nucléaire, dont vous avez parlé juste avant. Actuellement, si on calcule comme avant, l'arénage ou une chose comme ça, le kilowattheure est à 5 centimes, et puis on le payait de l'ordre de 15 centimes avec les taxes, pour payer les réseaux et tout le reste. Ceci apportait ou apporte 25 milliards pour produire 500 TWh. Si on rajoute 2 centimes non taxés, c'est-à-dire qu'on augmente de 2 centimes, c'est-à-dire à peine 10% aujourd'hui du prix de l'électricité, ceci rapporte 10 milliards par an, et sans emprunter, EDF peut créer, construire 1,5 EPR par an. D'accord ? Bien entendu, ceci évidemment ne plaît pas aux capitaux qui voudraient bien se placer et obtenir des revenus supérieurs au prix de l'électricité, ce qui est le cas à Hinkley Point par exemple. On part d'un kilowattheure à 5 ou 6 ou 7 centimes et on rajoute 8 centimes pour satisfaire le revenu du capital. Et donc ma question, c'est est-ce que c'est possible d'envisager ça, ou bien les banques ou le capital est suffisamment puissant pour forcer EDF ou n'importe quel constructeur à emprunter sur le marché des capitaux pour construire leur truc, alors qu'on pourrait très bien s'en passer. C'est précisément pour cette raison qu'en répondant tout à l'heure, je disais il y a une question de déconstruction du coût et de construction du prix. C'est-à-dire que quand vous dites on rajoute 2 centimes non taxés, moi quand je dis c'est peut-être pas au nucléaire de payer tous les services réseau, et notamment ceux dont il n'a pas besoin, je pense que je suis un peu dans la même optique que la vôtre. Je partage complètement, et c'est pour ça qu'il faut assumer que le coût, enfin que le prix va augmenter. Parce que c'est ce qui permettra de financer du nouveau nucléaire. Après,
Votre question est là. Moi, je pense que c'est acceptable et accessible, sans difficulté par la population. Est-ce que dans le champ politique, et notamment dans les hautes sphères du pouvoir, on est prêt à accepter qu'il n'y a pas besoin de prêts, d'emprunts, de financement? Là, c'est une question qui dépasse un peu mes compétences. Je suis d'accord, c'est une vraie préoccupation. La meilleure façon de faire aujourd'hui ce plan nucléaire, c'est de permettre à l'industriel qu'est EDF de financer son outil industriel comme le font tous les industriels. Moi, ce que j'entends dans certaines sphères du pouvoir, c'est des gens dire « il ne faut quand même pas que Luc Rémont pense qu'il a la tête d'une industrie comme les autres. EDF n'est pas là pour faire du bénéfice. » Non, EDF, déjà si EDF fait du bénéfice, tant mieux, ça va dans la poche des Français. Hein, enfin, passage. Et si on laisse EDF payer son outil industriel, je suis d'accord, il n'a pas besoin de faire de bénéfices. Mais il faut d'abord qu'on puisse payer l'outil industriel. Ce que je disais, on a sûrement oublié de laisser EDF payer son outil industriel ces dernières années. Donc, je pense que vous posez une vraie question sur l'acceptabilité de ne pas laisser entrer, la nécessité de ne pas faire entrer la finance dans la question du financement du nucléaire. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à développer des arguments forts, compréhensibles, communicables à nos amis écolos qui ne comprennent pas ce qu'est une industrie capitalo-intensive et qui arrivent à faire croire aux kidam que payer une éolienne plusieurs millions, ça sera toujours plus vite mis en œuvre qu'une centrale plusieurs milliards. Parce que dans la bataille, il y a ça aussi. Cette espèce de communication en disant « mais voyez, ça coûte tellement cher de faire des centrales nucléaires alors que les éoliennes et les panneaux solaires, chacun peut s'en payer ». Il faut qu'on arrive à remettre ce que mon collègue Antoine Armand appelle des ordres de grandeur. Et je trouve que c'est une belle expression. L'ordre de grandeur du financement de l'éolien, ce n'est pas une éolienne. Oui, bonjour Philippe Leborgeux. Je voulais vous interpeller sur la formation des ingénieurs. On a des industrialisés, on veut réindustrialiser, mais on ne fera pas s'il n'y a pas des ingénieurs. Or, aujourd'hui, je ne vois aucune action des politiques sur le renforcement des écoles. Bon, je sais que vous avez fait Sciences Po, je rappelle à tout le monde par exemple que la rénovation du campus de Sciences Po à Paris a coûté 220 millions d'euros. Et que l'ENA, l'INSP, vient de créer un nouveau master pour 25 étudiants pour les former à l'administration. Enfin bon, bref, on marche sur la tête. Hein. Ça c'est un point, alors que le budget d'une école d'ingénieurs, en moyenne de 250 étudiants, c'est à peu près 40 millions d'euros par an. Enfin, moi j'étais j'étais administrateur dans les écoles centrales. Et ça c'est un premier point, donc on marche sur la tête. Deuxièmement, les écoles d'ingénieurs sont à moitié dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et à moitié du ministère de l'industrie. Enfin, ça ne s'appelle même pas comme ça, d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on ne peut pas avoir une armée constituée avec 2 chefs et 2 états-majors, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est des réformes, donc si vous pouviez un peu agir dans ce sens-là pour développer les écoles d'ingénieurs dans un monde où le négationnisme scientifique est en train de s'installer. C'est pas que les écoles d'ingénieurs qu'il faut développer, c'est l'ensemble du rapport de notre société à la science. D'ailleurs, je pense qu'en agissant sur le rapport à la science et à la technique, j'aime bien lier les deux, déjà pour expliquer que c'est différent, qu'un ingénieur n'est pas forcément un scientifique au passage. En agissant là-dessus dans les classes les plus petites possibles, on améliorera aussi l'envie ou l'attractivité des formations d'ingénieurs. Moi, j'ai fait un bac scientifique, et après mon bac scientifique, j'ai démarré une école d'ingénieur. J'ai fait 6 mois, je vous rassure, je suis parti vite. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait des sciences politiques, mais j'étais pas à Sciences Po, je me sens pas solidaire des 220 millions de dépenses. J'étais sur des bancs de la fac, bien moins bons que ceux de l'amphithéâtre